Bernard de Barbieux, à ma gauche, qui est professeur de géographie culturelle et politique au département de géographie et environnement de l'Université de Genève, et dont les recherches portent beaucoup sur les imaginaires, les pratiques et les territorialités. Bon, il a aussi une large expérience d'autres pays. Pour lui, les Alpes et les montagnes ne s'arrêtent pas à la région Rhône-Alpes. Je dis pas ça pour Martin, mais Martin ayant fait un travail très spécifique, il a décidé de s'appuyer dessus. C'est pour ça que Bon, Martin habite aujourd'hui à Paris, donc il regarde aussi les Alpes avec une certaine distance. Bernard, il est au Savoyard, hein, donc il connaît bien ce territoire. Donc on leur a demandé d'écouter, de participer, et puis on leur demande maintenant non seulement ce qu'ils en retiennent, mais ce qu'ils ont envie de dire par rapport à la thème que nous avons proposé pour ce débat. Parmi tous les possibles, quelles Alpes pour demain de leur point de vue? Donc on leur donne la parole, ensuite on vous donnera la parole, et on leur redonnera la parole au final pour clôturer en quelques minutes cette première université des Alpes, en tout cas dans cette version ici. On vous a rappelé qu'il y avait demain une prolongation avec les chefs d'entreprise. Donc on a tiré au sort, non, ils ont décidé entre eux, ils sont bien organisés, que c'est Bernard qui commençait. Bernard, je te laisse la parole. Merci Olivier. Oui, alors en effet, Nicolas Martin et moi, Gérard Bernard, s'est réparti un peu les rôles. On nous a fait bien pire, parce qu'à une époque, on travaillait beaucoup ensemble, et je crois qu'on nous a appelés à plusieurs reprises Bernard Lanier et Martin de Barbieux. Donc on ne savait plus trop qui était qui, mais je crois qu'au bout du compte, c'était pas très important. On s'est un peu réparti les rôles, pas tellement pendant les 2 journées, où je crois qu'on a eu le même type de suivi et d'attention à ce qui se disait, et je crois que l'un comme l'autre, on est tout à fait séduit par la formule, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, et puis très content de ce qu'on a entendu. Un petit peu réparti les rôles là maintenant pour vous faire un petit feedback, vous proposer quelques petits éléments de réflexion. Et à moi me revient pas tout à fait le rôle d'une synthèse, parce que ce serait vite ennuyeux, très prétentieux aussi, compte tenu de la diversité des choses qu'on a entendues. Mais peut-être quelques enseignements que moi, à titre personnel, et quelqu'un d'autre serait certainement arrivé à autre chose, je retire de ce que j'ai entendu. Je vais vous dire 3 types de choses en un petit quart d'heure, c'est à peu près ce qu'on a convenu. D'abord, rappeler à tout le monde, et peut-être en particulier aux personnes qui nous ont rejoints simplement ce soir et qui n'ont pas assisté à ces 2 journées, il y en a dans la salle, quel était le cadrage qui avait été proposé pour ces 2 journées. Donc en gros, un petit peu la lettre de commande qui avait été donnée et presque signée finalement par tous les participants. Dans un deuxième temps, de voir avec vous ce que les intervenants et les participants ont fait de la commande. Et vous allez voir que c'est intéressant parce qu'il y a une sacrée différence de mon point de vue. Et puis réfléchir dans un troisième temps à ce qui a été mis en avant par les uns et par les autres et qui ne faisait pas partie de la lettre de cadrage, la lettre de commande. Encore une fois, c'est ma façon d'avoir entendu ce qui s'était passé. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est ça qui nous amènera à parler un petit peu justement d'avenir, de futur, de prospective en s'appuyant sur le présent et un petit peu sur le passé aussi. Pour ce qui était du cadrage de ces 2 journées, et y compris de la soirée, vous avez tous eu entre les mains ce petit fascicule là, qui présentait le programme de l'événement. Et puis Olivier nous l'avait rappelé au tout début, là, en nous accueillant hier matin. On devait réfléchir aux Alpes de tous les possibles, réfléchir aux possibles et aux souhaitables. Et puis la question de ce soir en particulier, je vous la rappelle, parmi tous les possibles, quelles Alpes pour demain? Mais en même temps, dans la structure même de ces 2 journées, il y avait une déclinaison de 4 perspectives qui avaient été proposées, en particulier dans les 4 cours magistraux pour lesquels avaient été invités 4 universitaires, que beaucoup d'entre vous ont entendu, je le rappelle, les Alpes à cultiver, les Alpes à préserver, les Alpes à exploiter et les Alpes à vivre. Alors, je me suis un peu posé la question de savoir comment ces mots avaient été retenus, adoptés. Je n'ai pas posé la question à Olivier ni à personne, parce qu'ils ont dû en parler entre eux, évidemment. Peut-être que c'était un souci de faire pédagogique, avec des termes qui frappent, qui sont assez forts et qui permettaient d'organiser aussi un petit peu la structure de l'événement. C'était peut-être aussi une invitation à procéder de façon analytique, parce qu'on voit assez bien ce qu'on met derrière cultiver, préserver, exploiter et vivre. C'était peut-être aussi une conviction préalable, peut-être que les organisateurs qui nous ont invités ici imaginent qu'il y a 4 fondamentaux à prendre en compte pour réfléchir aux Alpes et au présent et à l'avenir des Alpes, ou de n'importe quel territoire peut-être. Peut-être aussi, là j'ai eu un petit doute, et je serais curieux le cas échéant d'en savoir un peu plus en public ou en privé, peut-être le signe d'une adhésion à une approche
à mes yeux, un petit peu fonctionnel ou fonctionnaliste des Alpes. À quoi ça sert les Alpes? Comment il faut s'en servir, bien ou pas bien, et comment on peut les instrumentaliser pour les mettre au service des sociétés d'aujourd'hui. Dans ce cas, après tout, ça illustrerait bien la façon de concevoir les politiques publiques, au niveau de la région, Claude, au niveau national, en France ou dans les autres pays alpins, où on a toute une liste de politiques publiques qui se range bien finalement dans ces 4 Alpes à cultiver, préserver, exploiter et vivre. C'est aussi le cas de la Convention alpine, qui réfléchit à peu près sur ce modèle-là. Et puis, au bout du compte, ça rendrait compte, et ça rend compte assez bien de la façon dont les conflits d'usage qu'on connaît tous, en particulier entre le développement et la protection, nous ont accompagnés pendant des décennies, et encore une certaine forme d'actualité, j'en parlerai tout à l'heure, aujourd'hui dans les Alpes. Conflit entre développeurs et protecteurs, on imagine bien que c'est les développeurs qui exploitent, et puis les protecteurs qui préservent, c'est presque un pléonasme. Ça fait 40 ans maintenant qu'on parle de l'aménagement et de la protection des Alpes en ces termes aujourd'hui. On pourrait penser que c'est un peu dépassé, c'est très français. Je peux vous le rappeler quand même, parce que dans les autres pays alpins, c'est beaucoup moins polarisé sur ce modèle-là. Mais l'actualité présente, je pense à la Lannoise en particulier, nous montre qu'on est encore bien dans ce type de schéma binaire, peut-être un peu manichéen aussi, dans les façons de construire les débats publics sur les Alpes. Peut-être aussi que ça rend bien compte, finalement, des tensions entre des nouveaux résidents qui sont plutôt soucieux de vivre, de bien vivre dans les Alpes, de vivre les Alpes peut-être aussi avec leurs tripes, et puis des acteurs économiques dont on imagine plutôt qu'ils sont sur le registre de l'exploitation ou bien de la culture, des ressources locales ou du milieu local. Tension aussi, on en a parlé ces 2 jours entre, pour prendre un exemple très précis, entre des amateurs de solitude en Chartreuse, qui ne rêvent que de déambuler dans les sentiers forestiers en pensant à ce qu'ils veulent, après tout, et puis les exploitants forestiers qui, évidemment, n'ont pas besoin des mêmes sentiers et sont moins gênés par le bruit. Et puis vous savez aussi que les Alpes ont une bonne vieille tradition, en particulier là aussi en France, je vous rappelle que c'est très très français, un peu italien aussi, de penser une allocation des fonctions entre des morceaux d'espace, ce qu'on appelle le zonage. Alors il y a des zones très protégées, c'est les parcs nationaux, puis des zones très très équipées, les grandes stations par exemple. Et puis, en gros, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on aime bien penser aux Alpes sur ce mode-là. Il y a plusieurs registres, on les fait cohabiter, souvent dans le conflit, on essaie de résoudre un peu quelques conflits en donnant un morceau aux uns, un morceau aux autres. Bref, c'est une façon de faire qui, pour moi, est un petit peu, je dirais pas passé de mode, parce que la Lannoise nous rappelle que c'est pas le cas, mais un petit peu daté. Je pense que ce serait bien qu'on dépasse un peu ça. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et je trouve que, j'y viendrai tout à l'heure, ce qui s'est dit ici montre qu'on est peut-être déjà en train de passer à autre chose. Ce qui me fait dire ça, c'est que, je ne vais pas dire à ma grande surprise, parce que je suis habitué des colloques scientifiques, et puis les scientifiques sont très forts pour ça, ce que les intervenants ont dit, et les participants ont dit aussi, ça ne collait pas avec les 4 entrées que vous aviez proposées, honnêtement. Il y a les gens polis qui ont essayé de glisser les mots dans leur présentation, il y a les gens qui le sont moins et qui s'en soucient moins après tout et qui ont dit un petit peu autre chose, alors ils se sont rangés sous la bannière, Alpes à cultiver, Alpes à préserver, etc. Mais souvent pour dire tout autre chose. Magali Talandier, ce matin, nous a dit des choses extrêmement intéressantes, mais ça n'avait pas grand rapport avec les montagnes à vivre, sous l'intitulé duquel... C'est un problème de haut-parleur. Est-ce que j'essaye sans? Ouais. Voilà, en attendant que ça revienne éventuellement. Donc Magali Talandier, donc très bonne prestation, extrêmement intéressante, extrêmement stimulante, qui a fait beaucoup discuter, mais c'était sous le chapeau Alpes à vivre, et puis on n'a pas beaucoup parlé des Alpes à vivre. Je n'en fais évidemment pas le procès, c'est qu'elle avait autre chose à nous dire, qui était tout à fait à sa place ici. Bernard Pecker, lui, a été encore plus radical, même si c'était un demi-mot par rapport à ce que je lui connais par ailleurs des fois. Il a explicitement rejeté les approches du développement économique en termes d'exploitation des ressources. On lui demandait de parler des Alpes à exploiter. Il résistait furieusement à utiliser le terme lui-même. Alors il y a des gens un peu plus polis qui ont essayé de tirer un peu au moins le mot sous lequel ils étaient invités à parler, mais ils ont fait un petit compromis en piquant le mot de quelqu'un d'autre. Alors Christophe Gauchon, qui nous a parlé de la patrimonialisation hier, qui était censé nous parler des Alpes à cultiver, il n'a pas réussi à s'empêcher de parler des Alpes à préserver aussi. Donc il était un petit peu entre les deux cadres de référence.
Sandra Lavorel, qui nous a parlé de la biodiversité et de non pas la préservation, mais plutôt la conservation de la biodiversité. Donc elle a bien joué le jeu parce qu'elle nous a parlé des Alpes à préserver, mais elle n'a pas réussi à s'empêcher de réfléchir et de rendre compte de ce qu'elle avait fait avec des cultivateurs et des éleveurs de Villard-d'Arène, qui sont des gens qui cultivent, qui sont des gens qui vivent les Alpes et qui interfèrent avec son processus de recherche, et elle en a extrêmement bien rendu compte. Même chose chez les jeunes docteurs ou doctorants, je ne vais pas tous les citer, d'abord parce que je n'ai pas pu tous les écouter malheureusement. Je vais prendre simplement l'exemple d'Émilie Richard-Frève qui nous a bien montré que les bergers aujourd'hui étaient de plus en plus perplexes devant les innombrables contraintes bureaucratiques que l'administration fait peser sur eux en leur disant très exactement où leurs troupeaux doivent aller, à partir de quelle date, ce qu'ils doivent brouter, pas brouter. Et quelque part, c'est leur qualité professionnelle qui est un petit peu troublée. Donc c'est évidemment une illustration de ces petits conflits minuscules, mais tout à fait révélateurs entre les Alpes à préserver et puis les Alpes à cultiver. Donc il y a eu à mes yeux, et c'était extrêmement intéressant, je trouve, un vrai décalage entre les questions de cadrage auxquelles on est habitué, qui étaient très bien formulées, très élégamment formulées, mais qui nous étaient proposées en gros pour glisser nos interventions, enfin fausses interventions, et puis les réponses qui ont été apportées. Entre les questions de cadrage qui reformulent pour une part des positions bien connues d'acteurs sociaux et qui les assument, entre les défenseurs de la nature et puis les aménageurs ou ce genre de choses, et les réponses qui sont apportées par les scientifiques. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ce décalage? En quoi est-ce qu'il est intéressant? En quoi est-ce qu'il nous apprend quelque chose? De mon point de vue, en tout cas. Soit les catégories, les 4 fameuses catégories, alpha cultivées, préservées, etc., sont devenues obsolètes. Parce qu'elles sont dépassées. Elles sont dépassées pour nous tous, ce que je ne crois pas. Mais mettons ça comme hypothèse. Soit les catégories sont utilisées par les acteurs encore aujourd'hui, notamment quand ils mettent en scène publiquement leurs désaccords et qu'ils construisent des polémiques. Les universitaires le savent, je n'en doute pas a priori, c'est en tout cas ma deuxième hypothèse, mais ces catégories ne sont peut-être plus opérationnelles pour comprendre vraiment ce qui se passe dans les Alpes aujourd'hui. Soit, troisième hypothèse, j'espère que ce n'est pas celle que vous allez retenir, les universitaires sont complètement à côté de la plaque, à côté des enjeux sociaux et territoriaux d'aujourd'hui, c'est toujours possible, mais j'ai vraiment pas l'impression que c'était le cas de ceux qu'on a entendus aujourd'hui. Alors du coup, si certains ont adopté des tactiques d'évitement par rapport à ce cadrage qui avait été proposé, si certains ont un peu triché en combinant des entrées qui n'étaient pas forcément ceux pour lesquels ils avaient été invités, c'est que ça nous apprend quelque chose, encore une fois, sur la façon de réfléchir aux Alpes aujourd'hui dans le monde académique, probablement. Et puis, j'étais assez attentif au vocabulaire que du coup les uns et les autres étaient amenés à utiliser. Et il y a quelques mots qui revenaient tout le temps, et qui n'étaient pas dans le programme, qui n'étaient pas dans la proposition de cadrage initiale, et qui visiblement constituent soit des mots magiques, si on croit aux mots magiques et aux mots mana, soit des termes qui sont révélateurs de ce qui se passe aujourd'hui dans les Alpes aujourd'hui, et toutes disciplines confondues. Il y avait un très grand panel de disciplines, vous l'avez compris, et ces mots ont largement circulé aujourd'hui. Alors parmi ces mots, il y avait le terme d'identité, qui est revenu extrêmement souvent dans les présentations, le terme d'acteur social ou acteur territorial, assez souvent le terme d'institution aussi, et puis bien sûr le terme de territoire. Alors ils n'étaient pas proposés dans le programme, mais ils sont arrivés, non pas tout seuls, parce qu'ils avaient des porte-paroles, et ils ont été donc extrêmement utilisés par les uns et par les autres. Je vais prendre un exemple pour essayer de vous dire comment je vois derrière ces mots à la fois un vrai renouvellement de la recherche et des façons de poser des questions de la recherche, mais peut-être aussi un vrai renouvellement de la réalité, et pas simplement la réalité sociale, la réalité en tout cas à laquelle la recherche fait référence. Alors le mot identité, je n'ai pas pris le plus simple, hein, c'est un mot qui est extrêmement compliqué, que certains utilisent avec une précaution infinie dans le monde académique. C'est un mot compliqué, polysémique, mais très très révélateur, je trouve, de beaucoup de choses. Identité de quoi? Identité comment? Quand on parle d'identité, je vais prendre quelques exemples de choses que j'ai entendues sous ce terme-là. C'est comme je le disais tout à l'heure pour Émilie Richard-Frève, l'identité professionnelle des bergers, qui est questionnée et déstabilisée par la preuve permanente de leur incompétence que l'administration leur renvoie en permanence. Donc c'est ce qu'on appellerait l'identité psychique, professionnelle, individuelle. On a parlé d'identité aussi pour qualifier des territoires, une identité de territoire. On parle aussi parfois d'image, de territoire. Donc Bernard Pecker nous a raconté par exemple qu'on pouvait vendre le champ des cigales en vendant une huile d'olive à un prix fou. C'est notamment parce qu'on arrive à faire passer dans la commercialisation de certains produits des images qui renvoient à des identités qui sont promues par les territoires eux-mêmes.
Il y a aussi, bien sûr, Aurélien Calmette nous l'a très bien montré, des identités d'habitants du périurbain qui sont stigmatisées, notamment par la communauté universitaire, mais qui en même temps sont extrêmement variées, extrêmement hétérogènes, qui n'estiment pas se ressembler les uns les autres. Il nous a très bien montré de quelle façon on pouvait construire une critique de la stigmatisation de cette population, qui ne se pense pas d'ailleurs comme une population en tant que telle. On était encore une fois dans la question des identités, plutôt identité sociale, stéréotype, hein, vision de l'extérieur. Et puis on a parlé d'identité des lieux. Christophe Gauchon, quand il nous analysait ce qui se passait en matière de patrimonialisation, nous montrait bien que les lieux pouvaient être construits autour d'identités, à nouveau un petit peu des images en particulier. On a parlé donc d'identité, de plein d'identités différentes, même d'alpinité par moment, sans toujours savoir exactement de quoi on parlait. Donc le terme était omniprésent, ce qui est tout à fait intéressant, pas toujours sous forme conceptuelle, pas toujours sous forme théorique, mais c'est pas bien grave. Omniprésent, mais surtout sous plusieurs formes, que je vais détailler un tout petit peu. L'identité objective de quelque chose, l'identité d'un individu, l'identité d'un lieu, l'identité d'un territoire, l'identité d'un collectif social. Pourquoi pas? L'identité personnelle, psychique, l'identité collective, et puis l'identité image, l'identité communication, dont je parlais il y a un instant. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui ont assisté à ces présentations, que l'identité est conçue comme un système de qualité objectivable des lieux, un lieu défini par des critères spécifiques, et qui du coup aurait une identité liée à ces critères-là. De lieux, de collectifs ou de choses était plutôt absente. C'est pas tellement dans ce sens-là qu'on a utilisé tous ensemble le terme d'identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est finie l'époque, la belle époque peut-être, ou une certaine époque où on s'intéressait aux Mégevans, on s'intéressait aux Savoyards, on s'intéressait aux habitants du Haut-Adige, pourquoi pas aussi en Italie, du seul point de vue de leurs caractéristiques objectives, telles que l'anthropologue, le géographe pouvait le qualifier de l'extérieur, indépendamment de ce que les gens pensaient eux-mêmes. À la façon de Raoul Blanchard, par exemple, pour les géographes qui connaissent bien cette géographie de l'entre-deux-guerres. Donc on avait pris l'habitude, dans le domaine scientifique, de qualifier presque à leur insu des individus, d'un village, d'une région, d'une province, pourquoi pas des Alpes tout entières, en les associant à des caractéristiques donc spécifiques. Visiblement, cette façon de faire a disparu, je n'ai rien entendu de tel dans ces deux journées. Une exception peut-être, Sandra Lavorel, probablement parce qu'elle a une culture naturaliste, bien davantage que les autres intervenants, qui n'ont pas parlé de l'identité ontologique, comme on pourrait dire parfois, des Mégevans, des Savoyards, ou bien des habitants du Haut-Adige, évidemment, mais qui s'est intéressée aux indicateurs de la biodiversité. Elle nous en a très très bien parlé, les indicateurs d'espèces, les indicateurs de stress liés au changement climatique en particulier, qui nous a parlé des habitats, de ces espèces qui étaient menacées, qui a même précisé quels étaient les indicateurs d'évolution des populations, qu'elle s'intéressait en nous parlant de façon tout à fait séduisante et passionnante de la reproduction des adultes, de la fertilité, des individus, animaux ou végétaux, ou de la survie des jeunes populations. Bref, c'était la seule exception où on cherchait à qualifier, parce que c'est une façon de faire naturaliste tout à fait légitime, les choses, je dirais presque de l'extérieur, d'abord parce que personne ne fait d'enquête auprès des plantes et auprès des animaux pour savoir comment ils se pensent eux-mêmes, évidemment, mais en dehors de ça, non. Plus de présentation, je dis plus parce que c'était extrêmement à la mode encore il y a quelques années, dans le domaine scientifique, plus de présentation qui cherche à caractériser les populations de l'extérieur, à partir de critères sanctifiés ou actés par le monde scientifique. Seule peut-être exception ce matin, Magali Talandier, qui a eu la précaution de ne pas parler des populations mais des espaces, qui nous a fait des typologies communes, ou de régions, où là, elle adoptait ce regard distancié. Je peux vous parler des régions françaises, des départements et des communes alpines, un petit peu de l'extérieur, et vous qualifiez les communes, du point de vue, encore une fois, des modèles économiques qu'elle utilise pour les analyser. Bref, en dehors de ces deux petites exceptions, personne n'a trop cherché à dire ce qu'étaient les Alpins. Ce qui est quand même un peu paradoxal, parce qu'on a beaucoup parlé des Alpins. Personne n'a cherché à caractériser objectivement leur diversité. Contrairement encore une fois à Sandra Lavorel, qui tout à fait légitimement le fait pour la biodiversité ou pour les espèces auxquelles elle s'intéresse en tant que naturaliste. Donc si on a beaucoup parlé d'identité, c'est pas sur ce registre-là, ça n'est plus sur ce registre-là. Visiblement, quand on parle d'identité aujourd'hui, c'est une autre identité, une autre forme d'identité, l'identité publique. L'identité construite dans l'action, on a beaucoup parlé d'action sociale, d'action publique, d'action collective, d'identité individuelle le cas échéant, mais beaucoup plus d'identité des individus tels qu'ils se mettent en scène dans l'espace public, tels qu'ils se construisent une image publique dans leur prise de parole, dans leur prise de position, au sens métaphorique du terme. Ou bien l'identité collective, on a beaucoup parlé de collectifs sociaux, et cette identité-là, elle est toujours présentée comme un chantier social, ou bien un chantier en matière de développement économique,
On a parlé, Bernard Pecker ce matin, de faire société à l'échelle locale. On a parlé de faire territoire. On a parlé de construire du vivre ensemble par l'économie, toujours Bernard Pecker. À l'échelle locale, comme c'était le cas pour Ingrid Bazzili, ou bien à l'échelle transnationale pour Cristina Del Biagio, à l'échelle alpine tout entière. On a parlé aussi avec Claire Tolis des formes d'engagement qu'elle a observées auprès de ces collectifs, de ce collectif de ramasseurs de déchets en Chartreuse. Tout ça, c'était autour du terme d'identité. Comment les individus aujourd'hui, qu'ils soient à Grenoble, en Chartreuse, en Slovénie ou ailleurs, se construisent une sorte d'identité publique et politique, assez largement politique, en mobilisant quoi? En mobilisant une certaine vision des Alpes, des références aux Alpes, voire même des histoires ou des éléments d'histoire personnelle qui les lient à ça. Autrement dit, il y a des façons de définir de l'extérieur les individus, animaux, végétaux et humains, comme pour la biodiversité, donc de définir leur identité de l'extérieur, et puis il y a des façons de penser l'identité sur un mode de se définir soi-même, pas sur un mode psychique, psychologique, comme on n'a pas tellement parlé, évidemment c'est légitime, mais ce n'était pas le cas ici, mais plutôt dans l'action. Et notamment le concept, dans la typologie qu'il nous a proposé Bernard Pecker, dans les stratégies de développement économique, de la stratégie de spécification, est tout à fait illustratrice de ça. Il s'agit de construire des identités locales ou de territoires pour y inscrire des modèles de développement économique. Du coup, le sentiment que j'ai à vous entendre, et par ailleurs à lire ou à faire moi-même de la recherche un peu sur ces questions-là, c'est de distinguer aujourd'hui les lieux dans les Alpes selon cette grille-là, et pas tellement, encore une fois, sur une liste de critères objectifs qui pourraient permettre de qualifier les avantages, les inconvénients, les forces et les faiblesses, pour revenir au modèle dont nous parlait Bernard Pecker ce matin. De distinguer la force de certains lieux de montagne qui réside peut-être aujourd'hui plus que tout dans la vigueur du lien social, qui réside peut-être plus que tout dans la capacité des individus, originaires ou pas de l'endroit, résidents principaux ou résidents secondaires, peu importe, à construire du projet collectif. Ça, pour moi, c'est les lieux qui ont aujourd'hui de la force dans les Alpes, et peut-être de l'avenir. Et puis les lieux qui, au contraire, je pense, présentent des faiblesses structurelles de plus en plus grandes, qui ne sont pas liées à des ressources disponibles, par exemple, qui ne sont pas liées à des avantages topographiques ou climatiques, qui sont liées surtout à l'existence ou la présence d'individus qui ne cherchent pas à faire société, qui ne cherchent pas à construire du projet collectif, et qui du coup, individus ou entreprises d'ailleurs le cas échéant, qui du coup sont sur les stratégies individuelles de dispersion, et le lieu se disperse, et le lieu s'affaiblit lui-même. Du coup, Alpes à cultiver, Alpes à préserver, Alpes à exploiter, Alpes à vivre, oui bien sûr, la typologie est intéressante, mais le fait qu'elle ait été détournée dans les discussions pour arriver sur d'autres types d'enjeux me semble extrêmement révélateur de l'identification assez largement partagée par les universitaires qui étaient là aujourd'hui, autour de l'idée que les vrais enjeux donc, des Alpes aujourd'hui sont plutôt des enjeux en termes de territorialité collective, de processus identitaire, et donc de cette capacité des populations elles-mêmes à se construire du projet collectif sur la base de leur appartenance géographique. Voilà ce que je pouvais dire pour commencer. Bon, merci Bernard. Il a bien écouté. Hein. Donc il y a glissé ses idées, c'est exactement ce qu'on lui demandait. Et puis on parle de co-construction, mais là on a une déconstruction de notre objet, de comment on s'y est pris, de la manière astucieuse dont nos intervenants sont appropriés nos catégories dont on savait bien qu'elles allaient être mises à mal. C'est pour ça qu'on les a inventées, c'est un peu pour provoquer et pour qu'on nous dise à la fin, elles ne sont pas pertinentes ces catégories. Et on peut peut-être pas mettre, comme je l'avais dit en introduction, les Alpes et les Alpins dans 4 catégories cloisonnées. Donc Bernard nous confirme et il nous renvoie peut-être des travaux à venir, quoi, hein, donc il nous donne des pistes. Je pense qu'il nous en donnera aussi tout à l'heure. Alors, Martin a dû faire à peu près le même travail, puisqu'il nous a écoutés. Ça, je peux dire, on l'a entendu aussi réagir, il a même aussi participé, Bernard, il est resté un peu en retrait, il a écouté, noté, travaillé, il a travaillé son texte au fur et à mesure. Martin, il a gribouillé 3 mots sur son enveloppe, mais il a parfaitement écouté aussi, il est intervenu de manière pertinente, m'a-t-on dit. Donc, je te laisse la parole pour ta part du travail de restitution, provocation, proposition. Ça veut dire qu'on n'a pas le même parcours scolaire, Bernard et moi. C'est vrai que ça fait un moment qu'on s'en est rendu compte. Ceci dit, moi, quand j'allais à l'université, à l'âge où on s'est connus, je mettais des chaussures. Et pas lui, comme quoi, il y a des chaussures pour ça a changé. Bon,
Alors effectivement, je ne joue pas le même rôle que Bernard et en même temps, comme d'habitude, il y a une très très forte convergence sur le résultat final parce que moi je vous propose une relecture par le temps des Alpes, le temps des questions et aussi le temps de la recherche et le temps de l'apport scientifique. Et donc je vais tricher un peu parce que je vais ressortir un petit document fait il y a, Claude, je ne me souviens plus, ça doit faire 18 mois, 2 ans, je ne me souviens plus, chose comme ça. Non, c'était en janvier 2012. Merci, voilà, janvier 2012. Mais on vérifiera tous ensemble s'il fonctionne par rapport à ces 2 jours qu'on vient de passer à écouter une série d'apports. Et puis, je vais lui faire dire autre chose que ce que je voulais lui faire dire dans ce rendez-vous rhône-alpin, lançant la prospective Montagne 2040, parce que je vais l'interpeller dans ce qu'il porte comme attente du milieu scientifique, du milieu de l'expertise, du milieu qui produit des connaissances. Et je pense qu'il n'y a pas que les universitaires qui produisent des connaissances, beaucoup de monde, et de plus en plus hors du champ de la recherche, l'université, qui est producteur de connaissances, de savoir, de signes, de symboles, de sens, etc. etc. Alors comment fonctionne cette affaire qui a donc été conçue à l'invitation de l'équipe que Claude Comet a voulu pour remettre de la prospective dans la question de la montagne, des montagnes, on va dire la montagne, même si j'ai toujours considéré que le S s'imposait en Rhône-Alpes. Comment fonctionne cette vision, certainement simplifiée, mais interpellatrice? Elle fonctionne sur l'idée que les Alpes, gommons les montagnes, parce qu'il y a le massif central derrière une partie de la réflexion, les Alpes ne sont pas ce territoire, cette beauté, ce paysage, cette population, ce stock fixe que nous adorons retrouver tous les week-ends, toutes les saisons, et si possible tout au long de notre vie, et si possible sans trop de changements, car nous sommes tous d'épouvantables conservateurs à cet égard, avec chaque découverte que ça a encore bougé, que tiens, ils ont construit ça, que c'est plus comme avant, nous dérange. Eh bien, les Alpes changent, bien sûr, les Alpes sont un permanent système de changement, les Alpes sont inscrits dans des cycles de prospérité, des déclins, des pentes ascendantes, des plateaux et des déliquescences, des délitements, et fort heureusement des cycles entrecroisés qui font que l'intérêt du schéma était d'obtenir autant que possible une image dans laquelle les courbes n'allaient pas toutes monter ensemble, puis toutes descendre ensemble, et que par conséquent il fallait comprendre en permanence quel était, comme disait un philosophe, le vif sous le mort, ce qui se régénérait là où quelque chose disparaissait, que nous pourrions nous raconter pour mieux comprendre des héritages, certains très anciens, d'autres plus récents, mais aussi des rendez-vous, parce que voilà, peut-être que c'est cruel de le dessiner avec une bosse de chameau qui finit par s'enfoncer dans la base du graphique, mais ça signifie quand même que tout n'est pas éternel dans les Alpes, et finalement rien ne l'est en réalité, et il faut comprendre les successions et les cycles en question. Alors sans remonter, mais ça aurait un beau travail d'historien possible, et reprendre dans ces conditions une amplitude temporelle du millénaire, alors sans remonter plus qu'au début du siècle dernier, convenons que les Alpes s'appuyaient dans leur développement, dans leur organisation sociale, dans leur fonctionnalisme et les usages, dans la réponse de à quoi ça sert, mais c'est délicat effectivement de n'avoir qu'une approche utilitariste d'un territoire. Les Alpes s'appuyaient sur des réservoirs. Le premier de ces réservoirs, c'était le réservoir d'Homme. Car effectivement, les Alpes ont été longtemps, d'abord, un groupement de population démographiquement très actif et en capacité, pour un certain nombre de raisons qui avaient trait à ces fragilités, à sortir des Alpes et à se diffuser. On le sait tous très bien, à se diffuser très très loin. Les Alpes sont des réservoirs de populations aventureuses qui n'ont pas craint. Faut qu'on se le répète, faut qu'on se le raconte en tant qu'habitants aujourd'hui, qui n'ont pas craint le lointain, qui n'ont pas craint le cosmopolitisme, qui n'ont pas craint le monde, et qui ne l'ont pas craint dès le 19e siècle, à une époque où voyager était bien plus compliqué. Donc il y a comme ça une série de réservoirs démographiques, forestiers, agro-pastorales, avec cette formidable invention qui a en gros un millénaire de la pelouse alpine, et qui n'est qu'un travail de l'homme, et qui finit par faire un stock, à condition de l'entretenir. Un qui apparaît en petit en bas à gauche, mais qui est essentiel, qui est la ressource minière.
le temps de ces Alpes comme formidable potentiel aurifère, ferrugineux, de cuivre, etc., etc., et dont il ne reste guère plus de traces parce qu'effectivement, c'était le temps de l'exploitation. C'était le temps de l'exploitation de l'eau, de l'exploitation de la roche, de l'exploitation des cristaux, le temps des cristalliers, etc., etc. Bon, ces cycles, je les ai fait tous descendre sur le schéma. C'est peut-être pas complètement juste. Il y en a quelques-uns qui pourraient remonter. Il ne faudrait pas tuer trop vite l'ours avant d'avoir vendu sa peau complètement. Donc peut-être qu'il y a des rebonds. La montagne des vallées industrieuses ne doit pas l'ensemble de son activité, de son dynamisme à la ressource, au gisement, c'est-à-dire à ce stock fini qui, une fois qu'on a mangé et on a tapé dedans, ne permet plus de, mais à bien d'autres mécanismes dont Bernard Piqueur nous a parlé ce matin. Et par conséquent, il peut y avoir des temps de rebond et une arrivée avec un point d'interrogation. Mais voilà, nos Alpes étaient des Alpes de stock, de gisement, de ressources, et elles ont d'abord été mises en valeur. Si on oublie un XVIIIe siècle où elles étaient un domaine relativement peu fréquenté et accessible, notamment le haut domaine alpin, elles ont d'abord été mises en valeur sur ce registre-là. Elles ont été donc très prospères, y compris dans le gisement touristique émergent, car vous voyez qu'il y a des courbes qui démarrent en jaune et en vert dans cette période. Jusqu'en 1950, je ne suis pas certain, il faudrait qu'un historien me corrige, qu'on ait eu beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir alpin, sur les futurs alpins, sur ce qu'était le mécanisme, les moteurs de ce développement dans les différentes régions, d'ailleurs ne démarrant pas tout en même temps et n'engageant pas tout en même temps ces mises en valeur. Il y a des régions qui étaient dites retardataires et d'autres en avance. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu, après la guerre, une phase de bouleversement profond, qui a beaucoup agité le monde alpin dans ses différents massifs, vallées, pays, etc., et de véritables crises, de véritables effondrements, de véritables défaites qui ont vidé les Alpes du Sud, qui ont effondré certaines régions italiennes, etc., tout en connaissant par ailleurs des nouveaux cycles très bouleversants, très déstabilisants, très agressif en termes d'identité, parce que précisément venant s'introduire dans une somme de choses connues qui certes déclinaient, mais on ne s'en rendait pas complètement compte. Admettons que les années de la deuxième moitié du XXe siècle aient été ces années d'un grand débat quant à la pertinence de ces cycles montants qu'on repère sur le schéma, par exemple celui de la mise en préservation des Alpes, de cet formidable effort que personne ici ne regrettera, mais dont nous savons bien qu'il est en même temps porteur de plein de débats. Jusqu'où préserver les Alpes? Jusqu'où soustraire de larges fractions du territoire à des activités, des présences, des nécessités humaines qui les ont d'ailleurs un peu produits, les 10 territoires. La pelouse alpine ne tombe pas du ciel, avec un cas, c'est le système agropastoral qui l'a fabriqué. Et donc, cette courbe verte, quelle est sa part de légitimité? Voilà le temps des débats. Et puis nous arrivons aujourd'hui dans un confluent de cycles, de moments finissants ou de moments débutants, au cœur duquel, et en toile de fond duquel, il est bon de se rappeler, mais il aurait fallu le faire sans doute pour d'autres événements historiques très anciens, qu'il y a des macro-facteurs qui viennent forcément troubler le jeu de ces cycles locaux, de ces cycles alpins, de ces cycles de croissance et de décroissance qui sont en quelque sorte les nôtres. Ils ne sont jamais tout à fait les nôtres. Il y a des marchés mondiaux derrière tout ça, il y a des migrations internationales, et il y a le réchauffement climatique. Et il y a la déstabilisation majeure d'un certain nombre de ces grands facteurs, qu'ils soient ascendants ou descendants. Donc la liste complète, au bout du compte, peut à la fois nous parler de phénomènes brutalement émergents. Je prends celui qui est en rouge comme étant celui sur lequel je suis le plus à l'aise, parce que je suis un homme de l'urbain. Il y a quelque chose de brutalement transformateur des Alpes à les considérer comme une vaste région européenne de haute densité, 80 millions d'habitants dans l'ensemble de l'arc alpin, avec, il est taillé grand par le territoire interreg, c'est pas celui de la convention alpine, c'est large, avec un chapelet de très grandes métropoles tout autour,
qui sont autant de clients des activités alpines et en fait de vrais alpins. Sauf qu'ils sont lyonnais, ils sont milanais, ils sont zurichois, ils sont viennois, ils sont munichois, donc on ne les voit pas forcément comme des vrais alpins, les alpins de nos vallées, mais quand même. Voilà. Et cet élargissement de la focale, qui est en même temps une formidable interpellation de ce que les Alpes sont en train de devenir, pose de moult problèmes de gestion de l'espace, d'acceptabilité de la pression métropolitaine, mais en même temps porte une formidable capacité de réinvention des Alpes. Donc la courbe monte vite, l'angoisse monte avec, la pression monte avec, mais voilà un nouvel élément dans l'agenda et la palette des couleurs s'enrichit. Alors, est-ce que la liste est complète? Est-ce qu'il y a des courbes qui, ayant plongé, doivent être considérées comme réellement intéressantes et nous verrons revenir en 2030 je ne sais quelle activité exploitante, minière, de quelque chose dont je ne saurais vous parler aujourd'hui, car personne ne peut le faire, mais ça va venir, ça va devenir très intéressant, et on va se remettre à exploiter cette ressource, un peu sur le mode ancien du 19e. Est-ce que... comment interpréter ce que je n'ai pas su interpréter? Regardez les zigzags de la montagne innovante, c'est-à-dire la capacité à lire ce que sont les vrais milieux innovants de ce territoire. Les vrais dans le sens où ils sont en situation de la plus forte créativité, au point même de déborder les domaines qu'il apporte, c'est-à-dire d'être dans une créativité d'un monde agricole qui le porte au-delà de lui. Moi, la soirée chez Joseph, hein, elle me blouse, mais c'est Joseph qui me blouse, surtout, outre le fait qu'il nous assomme d'une nourriture tellement abondante qu'on finit par perdre ses capacités de réflexion. Ce monsieur n'est pas tout à fait un exploitant agricole comme un autre. Il s'est passé quelque chose dans son imaginaire professionnel. J'ai jamais vu un paysan comme ça. Il n'en connaît pas d'autres. Donc j'ai bien compris qu'il a dans une seule journée à peu près 3 fois la mienne, 3 fois des miennes. Donc il continue à jouer plusieurs rôles. C'est un innovateur. Voilà. Où sont les milieux innovants? Les avons-nous bien repérés et bien identifiés? Et où devons-nous porter l'accent pour construire autour d'eux, avec eux, les stimuler, etc. Bon, la réponse n'est pas inscrite dans le schéma, d'où le caractère un peu aléatoire de la chose. Bon, alors, ça c'est comment fonctionne le schéma. Et c'est un schéma prospectif, parce qu'il pose des questions sur un avenir dont il dit rien n'est écrit. Il y a certainement des cycles ascendants qui nous donnent des rendez-vous obligatoires. Nous sommes dans la certitude que la pression métropolitaine est une grande question alpine, que ce n'est pas celle des urbains, que c'est celle des alpins. Et qu'il faut par conséquent trouver des réponses avec en bas, tout en même temps qu'avec en haut. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, en fait, on est pas mal en bas, en haut, les deux à la fois. Il y en a d'autres qui sont des questions plus ouvertes, un peu à plat, la montagne pour les jeunes, la montagne des retraités, autrement dit, ce qu'est la réalité générationnelle de ce type de situation dans l'espace, étant entendu qu'il n'est certainement pas interdit à nos sociétés de faire vivre côte à côte des anciens et des jeunes, mais encore faut-il en organiser la coexistence, les besoins, les services. C'est pas si facile que ça, quand même, beaucoup de villes le savent. Ça, c'est l'interpellation, elle est réellement prospective, et vous voyez en passant qu'il y a de bonnes prospectives que de rétro-prospectives, c'est-à-dire que de capacité à inscrire un regard sur et demain, à 20 ans, à 30 ans, que dans la compréhension de ce qui nous porte, de ce qui vient de se passer en un siècle, 50 ou 30 ans, et dont les logiques profondes nous surprennent, nous animent, nous prolongent. Tendanciel, bifurcation, c'est un langage qu'on connaît, mais à ce moment-là, il faut le décider. Il faut se raconter ça pour effectivement se donner une capacité collective d'interprétation, d'intelligence. Alors, dernière chose, nous autres ici, finalement, nous sommes ceux qui, à notre époque, 2000 et quelques, sont en train d'informer les rendez-vous en question. Et ça permet de refaire rapidement, et c'est là que je retrouve complètement Bernard, une histoire des contributions on pourrait appeler ça la noosphère, la sphère de connaissance, la sphère du savoir, donc certes l'université, mais je répète, de loin pas que, à chacune de ces époques. Car il est vrai qu'en 1900-1950, des chercheurs, il y en a, des experts, il y en a, des experts miniers, il y en a beaucoup, au PRGF, des géologues, des cartographes, des anthropologues déjà, des historiens, et l'ensemble de ces individus dont la contribution sociale est d'apporter de la connaissance et des savoirs, livrent les bases essentielles du repérage de ce stock.
de la nomination de ce stock. Nous, en géographie, c'est beaucoup les travaux de Bernard, on est allé jusqu'à dire que les géographes inventent les Alpes, dans le sens où ils inventent la capacité à dire ce que sont les objets alpins, les massifs alpins, les entités alpines, et en quelque sorte à tracer le cadre compréhensif et informé de ce stock de population, gisements, forêts, etc., etc. Et ça donne, par exemple, en géographie, des thèses extraordinaires qui permettent de saisir ce qu'est la matérialité alpine. Et il faut le faire, il ne faut pas le refaire 15 fois dans une vie scientifique, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et ce sont les enjeux de l'époque. Et c'est une façon de faire de la science à l'époque, et ça n'est plus la même, évidemment, aujourd'hui. Qu'ont fait nos parents, si on peut dire, plus récemment, nos maîtres, un peu, Bernard, les gens qui nous ont formés à l'université, dans les années 60, 70, 80, ils ont beaucoup travaillé sur le bouleversement. Ils ont beaucoup travaillé sur la fin sur des fins de système, ou sur des émergences qui étaient sectoriellement difficiles à comprendre. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à l'université en licence, le premier travail dont j'ai compris que c'était un travail de recherche, ça portait sur un truc dont je n'avais jamais entendu parler, ça s'appelait la rurbanisation. C'était un travail sur la périurbanisation. J'ai dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, donc des chercheurs qui nommaient les éléments du changement, soit par effondrement, soit par émergence. Ce sont des travaux qui ont été extrêmement importants, mais qui nous ont permis d'identifier les différentes couleurs de ce tableau, les différents champs de l'habitation en question, qu'elles soient industrielles, urbaines, agricoles et touristiques, bien sûr, avec tout le grand débat sur le modèle du développement touristique, etc. Bon, ce sont, là encore, des formes probantes de ce que la production de la connaissance joue comme rôle en écho aux problèmes, aux besoins, aux nécessités de son temps, et avec quelque chose de, peut-être, on peut se le raconter 50 ans après, mais de très logique, parce que la science soit dans cette posture-là, de décrire les éléments sectoriels, un peu distincts les uns des autres, pour, par des thèses sur le tourisme, sur ceci ou sur cela, ou d'autres travaux hors thèse, nous éclairer des éléments distincts du bouleversement. Nous sommes dans une époque où, manifestement, il y a quelque chose d'un peu complexe qui se met en place, qui s'est mis en place, non seulement parce que le bouleversement majeur est en toile de fond, mais aussi parce que la somme des possibles, la somme des souhaitables par des mondes d'acteurs très différents, la somme des trajectoires et l'entremêlement de ces trajectoires, je l'ai simplifié, mais on pourrait vraiment profondément la sophistiquer et mieux l'informer. Et ceci n'est pas du tout ce que les Alpes des années 1880 ou 1930 connaissaient. Ce n'étaient pas des mondes de simplicité, il ne faut pas abuser, mais ils étaient loin de la complexité contemporaine qu'on connaît et qui est due à la richesse de ce qui arrive ici. Il nous faut comprendre tout ça, tous ensemble, pour nous y retrouver, de préférence se retrouver ensemble dans ce monde. Il faut l'éclairer dans l'ensemble de ces facettes et de ces bouleversements. Et les travaux de recherche qu'on voit aujourd'hui, ils abandonnent cette approche sectorielle. Il n'est plus très intéressant qu'ils bossent sur une des couleurs, une des cases, un des cycles, une des bosses ascendantes ou descendantes, comme l'ont fait les chercheurs d'il y a 50 ans. C'est exactement ce que disait Bernard tout à l'heure. Nous avons besoin de travailler sur la façon dont fonctionne l'ensemble du système, sur la façon dont les interactions entre les différentes trajectoires génèrent du changement, sur le sens profond de cette bifurcation qui se dessine, et nous avons besoin de recréer un monde qui soit intelligible malgré sa complexité, et aussi grâce à elle. Ça fait un ensemble de travaux dont on a vu les jeunes chercheurs aujourd'hui bien exprimer le sens, sur les interactions, sur les dispositifs d'intermédiation entre et entre, sur ce qui fabrique une bifurcation ou une émergence, sur ce qui met un territoire dans une nouvelle trajectoire de développement, une nouvelle forme de patrimonialisation, etc. Bref, surtout ce qui met dans l'acte social, dans toute sa complexité, du lien entre des finalités, entre des mondes d'action, entre des rationalités, entre des envies, des besoins, etc., etc. Donc on a énormément de chercheurs, qui travaillent aujourd'hui sur la question des liens, sur la question de l'intermédiation
le lien social, parce que s'il est fondamentalement social, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des machines, c'est un lien social, et tout ce que ces liens génèrent comme nouvelles formes d'activité, nouvelles possibilités, nouvelles imaginaires de développement, etc. Et il y avait beau y avoir, je ne me souviens plus très bien, une anthropologue, une géographe, etc., etc. Au bout d'un moment, franchement, les uns les autres qui les avons écoutés, et ça vaut aussi pour nos grands témoins, on a un peu oublié qui était qui dans ces champs disciplinaires. C'est nécessaire pour la fiabilité méthodologique du discours de chacun, et ça n'est absolument pas nécessaire pour la réception de ce que chacun des discours génère dans notre réflexion. Ah oui, ce que cette personne raconte trouve sa place dans un ensemble beaucoup plus riche, qui déborde un peu le travail qu'elle nous soumet, qu'il ou elle nous soumet. Il y avait beaucoup de jeunes femmes, et donc voilà, je comprends mieux ce qui se passe parce que il ou elle apporte une connaissance sur les liens, sur la médiation, sur l'intermédiation, sur des mondes d'action qui dépendent les uns des autres, etc. Donc il me semble que nous avons touché du doigt ici qu'un nouvel agenda scientifique, un agenda de connaissances, est en train de se constituer, qui répond aux enjeux de son temps, qui sont éminemment systémiques, effectivement, et ça fonctionne en système, et éminemment motivé, et même urgemment motivé, et je terminerai là-dessus, sur la conscience que nous sommes dans une étape de bifurcation. Beaucoup plus que la génération d'avant, qui, regardez les courbes, était encore assis sur de formidables explosions dont on ne cherchait pas trop à savoir, il y avait quand même des signaux d'alerte, mais où elles nous conduisaient. La révolution de l'or blanc, la mise en tourisme général, super, très bien. Une agriculture de qualité appuyée sur une PAC européenne très sécurisante, un certain nombre de facteurs dits de certitude qui sont aujourd'hui de grands facteurs d'incertitude. Nous sommes dans cette incertitude et dans des bifurcations et des émergences qui ne peuvent être saisies que dans le jeu entre les différentes rationalités que les Alpes font aujourd'hui coexister. Donc, quoi dire de plus que le fait que pour que cette conscience s'exprime, on a besoin d'un lieu dans lequel chercheurs et acteurs, chercheurs et entrepreneurs, chercheurs et responsables, chercheurs et militants, chercheurs et habitants, etc., etc., ajustent en permanence le monitoring des transformations et la capacité de produire des connaissances qui soient non pas à la hauteur des enjeux, mais correspondant à la nature des enjeux, systémiques et bifurcation, émergence. Et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné, mais en même temps, je pense que chacun peut mesurer l'ampleur de la tâche. C'est pas des flèches qui vont trouver leur rythme de croisière tout de suite. On est parti pour une génération de changement dans les Alpes, c'est certain. Nous sommes une génération du changement, enfin, bon, on est plutôt en fin de génération. Bon, il y a une génération de changement, on les vivra jeunes, vieux, etc., etc. Et par conséquent, un effort scientifique extrêmement novateur à réaliser et relativement bouleversant pour les chercheurs que nous sommes, et nous vous remercions de nous avoir bouleversés. Mais ce que je prévoyais de dire à la fin, c'est un petit peu dans la même idée et dans le prolongement de ce que disait Martin tout à l'heure. C'est sur la façon de concevoir aujourd'hui, à la fois la façon telle que je la pense et telle que je la vois se faire, le rapport entre la pratique scientifique et les autres pratiques sociales. Parce qu'après tout, la pratique scientifique est une pratique sociale, pas tout à fait comme les autres, mais elle interagit avec les autres pratiques sociales. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un sociologue anglais qui est très célèbre chez les sociologues et dans les sciences sociales, un peu célèbre aussi peut-être chez ceux d'entre vous qui s'intéressent au Royaume-Uni parce qu'il était le principal conseiller de Tony Blair pour ses politiques sociales, qui s'appelle Anthony Giddens. Il a construit une théorie de la modernité extrêmement intéressante en inventant en particulier le concept de modernité réflexive. Il disait, nos sociétés aujourd'hui, en parlant des sociétés modernes, sont des sociétés réflexives. Ça voulait dire quoi chez lui? Ça ne voulait pas dire que les gens réfléchissaient, ça a toujours été le cas. Ni même que les gens réfléchissent aujourd'hui plus sur eux-mêmes qu'ils ne le faisaient avant, ce qui est peut-être un peu vrai, mais c'est évidemment pas ce qu'il désignait. Ce qu'il désignait en particulier, même si souvent on y voit plus de choses que ce qu'il disait vraiment, ce qu'il disait en particulier, c'était que nos sociétés sont incroyablement informées aujourd'hui. Les individus de nos sociétés modernes sont incroyablement informés, et notamment incroyablement informés par la science, et en particulier par les sciences sociales.
Autrement dit, aujourd'hui, on peut difficilement être un citoyen britannique, anglais, suisse, alpin, j'en sais rien, sans avoir un tout petit peu une connaissance de ce que les scientifiques disent sur moi. Moi en tant qu'agriculteur, moi en tant que mèche-vent, moi en tant que ceci ou en tant que cela. Et ce qu'il disait aussi, c'est que ça change beaucoup de choses. Ça change la façon que les acteurs individuels, les acteurs sociaux ont d'agir, parce qu'ils ont cette réflexivité, parce qu'ils ont constamment quelque part dans le rétroviseur ou dans l'oreille un discours qui est fourni par les scientifiques sur eux, ou qui était fourni sur leurs ancêtres ou leurs aïeux. Quelque part, nos représentations sociales aujourd'hui sont complètement irriguées par les représentations scientifiques, quelles qu'elles soient. Du coup, ce que je rappelais tout à l'heure, et ce que Martin rappelait tout à l'heure comme étant la façon de faire de la science, au moins dans les sciences sociales, du milieu du XXe siècle, où en gros on faisait de la sociologie, on faisait de la géographie, on faisait de l'anthropologie, on faisait de la science politique appliquée aux Alpes, et bien il y a eu des thèses, il y a eu des manuels, il y a des livres extrêmement intéressants où, comme je le rappelais tout à l'heure, on avait tendance à objectiver les caractéristiques des populations alpines, des agriculteurs alpins, des éleveurs alpins, etc. Et donc on a produit un corps de connaissances tout à fait stupéfiant. Encore une fois, Raoul Blanchard était tout à fait illustratif de ça, extrêmement intéressant, mais qui petit à petit, dès cette génération-là, et surtout avec les générations qui ont suivi, ont percolé petit à petit dans la société. Et aujourd'hui, beaucoup de nos représentations sociales, en tant qu'habitants de ceci ou de cela, de Savoie, de Megève ou je ne sais quoi, sont, que vous l'imaginiez ou pas, extrêmement informées par ce discours scientifique. Quelle est la conséquence que ça peut avoir? C'est dangereux. C'est dangereux parce que les scientifiques ont, pour partie, cette capacité à orienter ces représentations sociales et à faire construire des imaginaires sociaux, si, et heureusement c'est pas le cas, si les populations et les individus que nous sommes tous, nous calions complètement sur ce que disaient les scientifiques sur nous. Heureusement, c'est pas comme ça. Il y a une reprise, il y a une réinvention. Si on se passionne pour le patrimoine aujourd'hui, c'est bien parce qu'on redécouvre des choses, pas forcément dans la réalité ou dans le paysage, mais dans les bouquins. Le bouquin des années 30 et des années 40, les enquêtes anthropologiques ou géographiques, où on redécouvre des choses qu'on fait et qui ont réactivé dans des projets. À l'époque où j'étais directeur de laboratoire à Grenoble, je recevais régulièrement des coups de fil des gens qui voulaient monter des AOC et qui me disaient « Qu'est-ce qu'avait dit Raoul Blanchard sur le Saint-Marcelin? Qu'est-ce qu'avait dit Raoul Blanchard sur le Beaufort ?» Situation extrêmement intéressante, mais extrêmement dangereuse. Et la philosophie que j'en ai tirée. Et heureusement, c'est à peu près arrivé au début de mes études universitaires, au début de ma thèse, et en particulier grâce à des gens, j'en vois un là-bas tout au fond, à Chamonix, puisque j'ai beaucoup travaillé sur Chamonix, donc l'ancien directeur de l'Office du tourisme qui est avec nous ici, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus, et je le disais tout à l'heure déjà, faire cette science distance, objectivante, indépendamment de ce que les gens pensent eux-mêmes. On ne peut plus faire qu'une science interactive, participative, qui interagit véritablement avec les populations auxquelles on s'intéresse, pour comprendre leur façon de penser, pour comprendre leur façon de voir. Et évidemment, dans ce contexte-là, on influence, mais on est aussi influencé. Et on arrive à des situations qui sont beaucoup plus symétriques, et qui permettent globalement de davantage aussi ramener la pratique scientifique dans l'ordre normal des choses. C'est une pratique sociale, un peu spéciale, mais une pratique sociale. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet événement en particulier, cette Université des Alpes, c'est que précisément, elle nous invite tous, quelque part, à sortir peut-être un petit peu de nos cadres habituels de réflexion, de colloques, de rencontres. On est extrêmement habitués, extrêmement habiles, extrêmement rodés à l'exercice du colloque scientifique, évidemment, où les choses sont très très codées et très très calibrées dès le départ. Et là, on a affaire à une institution qui a proposé de s'appeler Université des Alpes. Et quelque part, je trouve qu'elle mérite un peu plus encore le nom d'université que les vraies universités ou les autres universités dont on provient les uns et les autres. Parce que, justement, il y a une dimension évidemment universelle et universaliste, et en même temps extrêmement capable d'associer différentes formes de savoir, de connaissances auxquelles faisait référence Martin. C'est donc à la fois la façon de produire de la science sociale aujourd'hui, bien sûr, et pour tenter de répondre un tout petit peu à la question qui était posée, c'est aussi, je crois, la façon de construire du projet ensemble. C'est évidemment pas aux géographes, sociologues, anthropologues ou politologues de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ça n'aurait rigoureusement aucun sens. Mais d'amener ce qu'ils comprennent, d'amener un savoir-faire, d'aller chercher quelque part, ça aussi on me demande tout le temps, au Vorarlberg, en Slovénie, des expériences pour dire aux Valaisans, tiens, pourquoi pas ceci ou pourquoi pas cela. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc accompagner un processus dans une construction de projet et quelque part construire, je ne veux pas dire du lien social, ou alors c'est un lien professionnel dans ce cas précis, mais participer du processus lui-même avec cette optimisation, cette mise globale sur ce que j'appelais tout à l'heure, ou ce que Anthony Giddens s'appelait tout à l'heure, les sociétés de la modernité réflexive.
Merci Bernard. Stéphane n'a pas écouté, donc il ne sait pas s'il a répondu à sa question, mais les autres étaient très attentifs pendant ce temps-là. Excuse-moi Stéphane, il est occupé à faire plein de choses. Martin. Alors Stéphane, une réponse en 3 mots. Mais demain on recommence à 8h30, tu nous as promis 30 à 40 entrepreneurs fous furieux, donc on sera là nous, hein. Et on a 4 heures pour sortir quelque chose. Moi je te propose 3 mots. Après, il faudra peut-être les traduire. On verra bien si ça marche demain ou pas. Mon premier mot, c'est hybridation. C'est très sérieux l'hybridation. Hein. C'est quand même ce qui garantit l'alimentation de l'humanité depuis environ 10 000 ans. Ça consiste à inventer des espèces plus efficaces, là j'étais en question alimentaire par exemple, que celles dont on dispose, en augmentant leur qualité, leur taille, leur productivité, etc. Nous, aujourd'hui, on a besoin de faire de l'hybridation. Parce qu'on a besoin d'augmenter, d'intensifier des résultats, parce que la planète est finie et qu'on est sur des stocks de ressources qui ne vont pas augmenter. Donc, ce qu'il faut augmenter, c'est ce qu'on en fait ensemble. Donc, on a besoin de faire ces croisements, ces mélanges, ces métissages, etc., etc. Et tous, autant qu'on est dans notre institution, on appartient à des machines qui sont anti-hybrides, qui ne fabriquent pas du tout des hybrides, mais qui reproduisent des clones quand c'est vraiment raté, ou en tout cas des modèles préfabriqués et généralement standardisés. C'est d'ailleurs ça qui sécurise l'institution. Nous, on a été très sécurisants, on a fait tout ce qu'il fallait, la grève, le truc, le machin, la thèse, etc., etc. À la fin, on est des produits conformes, mais on ne sait pas faire d'hybrides. Et il ne faut pas compter sur les institutions pour faire les hybrides. Et c'est pour ça que ce n'est pas nous qui avons proposé l'Université des Alpes, mais c'est un truc qui n'est pas une institution. Je ne sais pas très bien ce que c'est, à toi Stéphane, Millennium Events, plus une revue, plus un fonds avec un entrepreneur, un truc bizarre, voilà. Donc c'est à vous de créer le cadre de l'hybridation. Et puis évidemment, il faut être gentil et convaincant pour inviter un maximum de gens qui vont être en quelque sorte les acteurs de cette hybridation. Mon premier mot, c'est ça. Et très franchement, je pense que les organismes ou les acteurs qui sont aujourd'hui très soucieux de leur position dans le monde, de leur capacité créatrice et innovatrice, etc., ils ne font que ça. Ils ne créent que des dispositifs d'hybridation. Ça peut être de formidables consortiums automobiles, électroniques ou autres, des producteurs d'énergie, des avionneurs ou ce que je sais. Je pense qu'ils travaillent essentiellement en créant des dispositifs d'hybridation. On peut en avoir un sur les Alpes. N'attendez pas que les institutions vous le proposent et surtout convoquez-le en vous appuyant sur les institutions, mais gardez la main sur ce dispositif. Ensuite, il fonctionnera, deuxième mot, s'il est plein d'hétérogénéité ou d'hétéroclicité. Enfin, il faut continuer dans le brassage. On était encore déjà un peu trop entre nous. Moi, je connaissais presque un tiers des personnes, c'est beaucoup trop. Il faut arriver dans des endroits où on ne connaît personne. À la fin, on connaît tout le monde, bien sûr, mais au début, on ne connaît personne. Donc, pour en rester en matière scientifique, puisque c'est là-dessus, la prochaine fois, il faut qu'il y ait des philosophes, bien sûr. Il faut qu'il y ait des littéraires, il faut qu'il y ait des historiens, beaucoup plus d'historiens. Mais il faut aussi des gens de sciences dures, de la santé, c'est très intéressant, Alpes et santé. Il faut, voilà, il faut des gens des sciences plus techniques, de l'architecture, du commerce. Enfin, voilà, il faut qu'on sorte de nos SHS, qui sont très importantes pour structurer l'interpellation. Ce sont effectivement des sciences très réflexives, mais il faut aller chercher tous les autres que nous-mêmes. Donc, deuxième mot, il faut garantir en permanence l'hétéroclicité. Et il faut mettre plein d'autres acteurs inattendus dans ce truc-là. Des sportifs, des acteurs culturels, des commerçants, des marginaux, des journalistes, il y en avait déjà, mais il en faut encore d'autres, etc., etc. Et puis le troisième mot très important, parce que ça commence à être un peu explosif, l'hétéroclicité dont on veut ensuite stimuler l'hybridation, ça peut devenir le grand n'importe quoi. Le troisième mot, c'est le sens. Il faut que vous convoquiez du sens, parce qu'il ne va pas nous tomber du ciel, et évidemment, si on est tous ensemble très différents à faire des choses bizarres, on ne va pas y arriver tout de suite. Donc c'est à vous de nous proposer du sens. C'est ce que vous avez fait avec les 4 mots que vous avez proposés, mais vous pouvez le refaire la prochaine fois avec d'autres convocations qui sont interpellatives. On verra bien ce qu'on en fait. Bernard reviendra dire qu'en fait on ne sera pas mis dedans et qu'on aura rusé, et ce sera l'essentiel de ce qu'on en attendra de cette interpellation. Mais proposez-nous des sens simples qui nous rassemblent et qui donnent en quelque sorte des rendez-vous. Parlons des Alpes, des énergies.
Parce que dans énergie, on peut mettre plein de choses. Il y a l'énergie, la vraie, là, la renouvelable, etc., etc. Mais il y a beaucoup d'autres formes d'énergie, bien sûr, sociale, et d'autres encore, affectives, créatrices, esthétiques, que sais-je encore, spirituelles. Et parlons donc des Alpes et des énergies, et retrouvons-nous sur ce sens des Alpes et des énergies. Parlons des Alpes des changements, parce que c'est la question. La question, c'est le changement. Et la question, c'est nos capacités d'adaptation au changement. Et on se retrouvera tous, malgré nos différences et notre hétéroclicité. Voilà, hybridation, hétéroclicité, essence. Évidemment, dit comme ça fait un peu un télo qui s'amuse avec les mots. Mais après, on peut mettre des choses très concrètes en face. Et je te promets que demain matin, on arrivera à en sortir quelques-unes.